Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Repenti, bon, j'ai été consultant scientifique pour des banques d'investissement avant de devenir jésuite, et en même temps qu'à l'époque, je travaillais comme chercheur au CNRS. Donc, de fait, j'ai appris un petit peu de l'intérieur comment fonctionnent les banques d'investissement. Je n'ai jamais passé le moindre ordre d'achat ou de vente sur un marché financier. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été complice, on pourrait dire, en partie au moins, de ce qui se fait sur les marchés financiers. Je voudrais aborder 3 points pour répondre un peu à la question que vous m'avez posée. Le premier, c'est, disons, la question de la gouvernance dans la région européenne. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et pourquoi je suis de ceux qui ne savent absolument pas dans quel état sera la zone euro dans 2 mois. Le deuxième point, c'est la part de responsabilité des marchés financiers et du secteur bancaire dans cette situation. Et le troisième point, c'est le type de grandes propositions, de solutions qu'on pourrait envisager dans un auditoire comme celui-ci au CCFD. Premier point, qu'est-ce qui bloque? Donc vous le savez, en gros, vous avez 2 grands types de solutions qui sont négociées aujourd'hui entre Paris et Berlin. Le premier, c'est une intégration budgétaire accélérée avec l'imposition donc d'un régime d'austérité budgétaire pour tout le monde, essentiellement sous contrôle allemand. Comme vous le savez, la France résiste un petit peu pour différentes raisons. La première qui est, disons, une espèce d'orgueil national et de désir de préserver la souveraineté nationale française. La deuxième qui est peut-être quand même une secrète interrogation. Est-ce que finalement l'austérité budgétaire sert à quelque chose dans le contexte qui est le nôtre? Alors je donne tout de suite ma position sur cette question. Je pense que les plans d'austérité budgétaire en Europe ne servent strictement à rien pour les réels. Donc un taux d'intérêt, moins l'inflation, qui est supérieur à son taux de croissance. Quoi qu'il arrive, de toutes les manières, sa dette publique augmente. Sauf à ce qu'il fasse des excédents budgétaires incroyables qui sont absolument hors de portée de tout le monde, y compris de l'Allemagne, puisque vous savez que même les résultats de l'Allemagne pour 2011 seront très très faibles, avec probablement pas de croissance en 2012. Donc, il y a une chose qui me semble importante de dire, de redire, c'est que le débat sur faut-il un peu plus d'austérité, un peu moins, va-t-on faire une TVA sociale, etc. Ce débat, à mon sens, n'a absolument aucun sens pour ce qui est de la question de la stabilisation des dettes publiques. Donc c'est un faux débat. Voilà. Alors évidemment, on peut dire, pour ceux qui ont toujours été favorables à l'austérité budgétaire, c'est une occasion en or de pouvoir l'imposer dans le climat de panique général qui est le nôtre, et qui est un climat justifié parce que de fait, il n'est pas impossible que d'ici 2 mois, soit une grande institution bancaire, soit un État se retrouve en défaut. Deuxième grande possibilité qui est discutée, comme vous le savez, c'est la question de la monétisation. C'est donc l'idée de réformer les traités européens pour donner l'autorisation à la Banque centrale européenne de créer de la monnaie pour acheter directement les dettes publiques des États sur le marché primaire et non plus sur le marché secondaire. Ce qu'a fait Jean-Claude Trichet jusqu'à ce qu'il parte à la retraite de son poste de président de la BCE, c'est racheter des dettes publiques sur les marchés secondaires, c'est-à-dire auprès des banques. Donc jusqu'à présent, les États ont continué de devoir emprunter auprès des marchés financiers, donc ont vendu des titres de dette publique aux banques, comme les traités européens les y obligent, puisque les traités européens font en sorte qu'un État de la zone euro n'a aucune autre source de financement aujourd'hui que les marchés financiers. Donc les États le font. Et puis la BCE, gentiment, pour éviter l'explosion globale de la zone, a racheté sur les marchés secondaires, c'est-à-dire auprès des banques, les titres de dette publique. Évidemment, les banques, à ce moment-là, ne revendent pas ces titres sans prendre une petite marge qui les intéresse. Donc, vous voyez bien que même cette action-là de la part de la BCE est favorable aux banques. Et on pourrait se demander si elle n'est pas destinée d'abord à aider les banques plutôt qu'à aider les États. Parce que sinon, on pourrait se demander finalement, mais pourquoi ne pas racheter directement les titres de dette publique aux États? Ça, par contre, c'est pas intéressant pour les banques puisque ça ne passe plus par la case banque. Et c'est probablement la raison essentielle pour laquelle cette solution-là, qui est une solution de bon sens, qui est pratiquée partout dans le monde, sauf en Europe, cette solution-là n'est pas adoptée aujourd'hui, très certainement parce que le lobby bancaire n'en veut pas. L'Allemagne n'en veut pas non plus, vous savez aussi pourquoi, parce qu'il y a une espèce de, dit-on en tout cas, de blocage idéologique, politique en Allemagne. Si, vous voyez bien le problème, si la BCE se met à créer de la monnaie pour acheter directement les dettes publiques des États, ça crée ce qu'on appelle un aléa moral, c'est-à-dire que ça pourrait être l'occasion pour les États de s'endetter sans vergogne, puisqu'ils sauraient désormais que la BCE, quoi qu'il arrive, rachètera leurs dettes. Bon. Question aujourd'hui, est-ce qu'on croit vraiment que les États de la zone euro se sont endettés dans les mesures extravagantes dans les années qui précèdent? Oui, ils l'ont fait pour sauver les banques. Mais sinon, il n'est pas vrai du tout que les dettes publiques des États aient explosé au cours des 10 dernières années. En France, la part des dépenses publiques de l'État dans le PIB a diminué au cours des 15 dernières années. Je le redis, parce que c'est important, la part des dépenses publiques de l'État français dans le PIB français a diminué au cours des 15 dernières années. Donc,
Les économistes qui n'arrêtent pas de répéter que c'est fini, l'argent facile, il faut arrêter, l'État jette l'argent par la fenêtre. Demandez-vous pour qui ils travaillent et vous verrez que ceux qui disent ça travaillent tous pour des banques. Donc il n'y a plus tellement de mystère sur la raison pour laquelle ils disent ça aujourd'hui. Alors, l'autre raison pour laquelle ça bloque en Allemagne sur cette question de la monétisation des dettes publiques, c'est que si la BCE se met à créer beaucoup de monnaie, comme vous le savez, il y a un risque d'inflation. Vous augmentez la quantité de monnaie en circulation, est-ce que ça peut créer de l'inflation? Alors c'est vrai qu'en théorie, si on injecte de la monnaie dans une économie qui ne sert pas à produire de la valeur économique, ça peut provoquer de l'inflation. Aujourd'hui, à titre personnel, je n'y crois absolument pas, à cause du contexte complètement déflationniste dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que les plans d'austérité que nous nous infligeons les uns aux autres alors qu'ils ne servent à rien, nous plonge dans la déflation dans laquelle le Japon lui-même est déjà enlisé depuis 20 ans. La déflation, qu'est-ce que c'est? C'est tout le monde croit que les prix vont arrêter d'augmenter. Tout le monde se dit, mais dans ces conditions, je reporte à demain mes plans de consommation puisque demain ce sera moins cher. Ou bien si je suis une entreprise, je reporte à demain mon investissement parce que demain ce sera moins cher. Du coup, l'activité économique se paralyse, les prix baissent, et tout le monde se dit le lendemain, j'ai bien eu raison d'attendre, donc je vais attendre un deuxième jour, puis un troisième, etc. Et l'activité économique, comme ça, se paralyse. Le PIB cesse d'augmenter, le chômage explose. C'est ce que vit le Japon depuis 20 ans. Et la déflation, comme vous le savez, on sait quand on y rentre, et personne ne sait comment on en sort. L'ensemble des pays européens et les États-Unis sont entrés dans la déflation dans les années 30. Ce qui leur a permis en réalité d'en sortir, c'est pas du tout, enfin disons que ça n'est pas vraiment les plans de relance de Roosevelt, c'est la guerre. Voilà. Alors, dans le climat actuel, je ne crois pas du tout à une menace inflationniste s'il y avait une énorme quantité de monnaie injectée par la BCE dans l'économie pour sauver les États. Aujourd'hui, l'enjeu essentiel des négociations des sommets européens, de celui qui commence aujourd'hui, qui se terminera demain, et puis des autres, parce qu'il y en aura d'autres, c'est évident, dans un mois, dans 2 mois, c'est essentiellement de négocier un peu d'intégration budgétaire, voire beaucoup d'intégration budgétaire et d'austérité, versus, disons, des compensations que donnerait l'Allemagne du côté de la monétisation. Comment? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret des négociations, mais on peut imaginer, enfin ça a déjà été proposé, que par exemple le Fonds européen de stabilité financière devienne une banque qui puisse du coup se refinancer de manière automatique auprès de la BCE et qui puisse prêter l'argent qu'elle emprunte à la BCE aux États, mais à un taux d'intérêt différent de celui qu'exigent les vraies banques aujourd'hui, qui sont des taux exorbitants. Il faut savoir aujourd'hui qu'une banque peut se refinancer à un taux quasi nul auprès de la BCE. La BCE a ouvert sans limite le crédit monétaire aux banques privées. Donc tous les mardis, la BCE procède à une adjudication et aujourd'hui elle dit chers amis, combien voulez-vous? C'est vraiment comme ça que ça se passe depuis quelques mois. C'est plus du tout Jean-Claude Trichet ou Mario Draghi dans sa grande sagesse, ayant scruté l'horizon lointain, se dit pour avoir une inflation de 2,5% par an, aujourd'hui ce qu'il faut c'est émettre tant de millions d'euros. C'est combien voulez-vous? Et qui plus est, la BCE aujourd'hui accepte, en compensation de la monnaie qu'elle met à disposition des banques, des titres de collatéral, c'est-à-dire des gages, si vous voulez, qui sont d'une qualité de plus en plus faible, et en particulier des titres de dette publique. Par exemple, grec, italien, espagnol. Alors vous voyez bien que c'est doublement avantageux pour les banques privées, puisqu'elles reçoivent de l'argent à un taux quasi nul, et elles peuvent se débarrasser de leurs titres de dette publique, qui les embêtent beaucoup, qu'elles mettent en pension à la BCE. Et le jour où, par exemple, la Grèce fera un gros défaut, un vrai défaut, pas ce qu'on a négocié jusqu'à présent, comme vous savez, jusqu'à présent, ce qui a été négocié, c'est juste une réduction de 25% du montant total de la dette grecque, ce qui correspond à 50% de la part de cette dette détenue par les banques européennes. Mais en réalité, c'est une réduction de 25% de la dette totale publique grecque. Et donc, c'est insuffisant pour résoudre le problème grec. Le jour où la Grèce, par exemple, fait un gros défaut, à ce moment-là, un certain nombre de banques seront en faillite et pourront dire à la BCE, ah ben voilà, vous nous avez donné beaucoup d'argent, on ne vous le rendra jamais, tant pis, vous gardez le collatéral, c'est-à-dire les titres de dette publique. Vous voyez, donc c'est extrêmement intéressant pour les banques. Et que font-elles avec cet argent qu'elles reçoivent de la BCE, à un taux quasi nul, je le redis? Elles le reprêtent aux États, mais elle aura des taux exorbitants. 7,5% pour l'Italie, 15% pour la Grèce, etc. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est la première partie, pourquoi ça bloque. Deuxième partie, la responsabilité des marchés financiers et des banques. J'en ai déjà parlé un tout petit peu. Je crois qu'il faut dire de manière très claire que, à mon sens, vouloir rassurer les marchés financiers, cette espèce de leitmotiv, d'impératif catégorique européen aujourd'hui, ça n'a strictement aucun sens. Un marché financier, par structure, c'est un lieu où vous êtes obligé de suivre ce que vous pensez être l'avis de la majorité, parce que sinon vous allez perdre de l'argent. Si tout le monde se met à croire demain matin que le cours de l'euro va s'effondrer,
Et si vous pensez que tout le monde le croit, la meilleure chose que vous ayez à faire demain matin, c'est à vendre de l'euro. Parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Même si vous pensez que c'est stupide. Supposez que Pujadas à la télévision, ou je sais plus, Anne Sinclair, enfin peu importe, je suis en retard sans doute, c'est pas Anne Sinclair. Je regarde pas beaucoup la télévision. Supposez donc que le présentateur télé du 20h se mette à dire mesdames et messieurs, demain le cours de l'euro va s'effondrer parce que, par exemple, on a vu des taches à la surface du soleil. Il y a bien des taches à la surface du soleil, mais vous savez que ça n'a aucun rapport avec le cours de l'euro. Si vous pensez, vous êtes trader sur les marchés financiers, vous pensez que tout le monde a regardé le 20h et que tout le monde croit ce qui se dit au 20h, vous aurez intérêt à vendre de l'euro. Et vous allez contribuer à la panique qui va effectivement faire s'effondrer le cours de l'euro. Donc ça, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Des prophéties auto-réalisatrices, il y en a tous les jours sur les marchés financiers. Donc les marchés peuvent se convaincre tout d'un coup que la Grèce, qui ne pèse que 2% du PIB européen, c'est le problème majeur, et du coup la Grèce devient le problème majeur. Les marchés financiers peuvent se dire tout d'un coup « Ah, mais l'Italie ne sera jamais capable de rembourser sa dette », et du coup les taux italiens explosent, et l'Italie de fait n'est plus capable de rembourser sa dette. Vous voyez ? Donc, vouloir rassurer les marchés financiers, c'est, si vous voulez, c'est la tâche de Sisyphe. On n'en aura jamais terminé de rassurer les marchés financiers. Donc c'est absolument sans contenu, à mon avis. Ce qu'il faut faire, c'est tout à fait autre chose, c'est réglementer les marchés financiers pour mettre la finance au service de la société et non pas le contraire. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est mettre la totalité de notre économie au service de la finance, au point que, comme vous le savez, on discute dans les salles de marché aujourd'hui pour savoir, les actifs nationaux grecs, c'est 250 milliards. Si la Grèce privatise la totalité, on récupérera 250 milliards. Au moins, ce sera déjà ça qu'on aura encore tondu sur le dos du mouton grec. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Grèce, la situation est celle d'un désastre humanitaire. Des jeunes Grecs aujourd'hui au chômage qui n'ont plus aucune ressource, puisqu'il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de RSA, il n'y a plus d'allocation chômage en Grèce, s'inoculent le virus du sida pour pouvoir bénéficier des allocations destinées aux séropositifs, 600 € par mois, qui sont les seuls qui n'ont pas encore été supprimés. Et donc le taux de VIH en Grèce a augmenté de 50% en un an. Et la présidente du département de santé en Grèce vient de faire une déclaration catastrophée à la presse en Grèce, disant voilà, il y a des jeunes Grecs aujourd'hui qui s'inoculent le sida pour pouvoir survivre. Voilà. Vous voyez, on en est en Grèce. Bon. Face à cette question, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas finalement un défaut des dettes souveraines? Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire avec beaucoup de difficultés pour la Grèce, et vous avez remarqué que lors de l'accord Angela Merkel, Nicolas Sarkozy de lundi dernier, du 5 décembre, il a été dit très très fortement, ce qui s'est passé en Grèce ne se reproduira plus. Alors vous pourriez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Il y a des jeunes qui sont en train de mourir, c'est vrai, mais c'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est que pour la première fois, on a demandé aux créanciers privés de mettre la main au portefeuille pour accepter une décote de la dette publique grecque. Première fois dans disons, la longue série des sommets européens. On a accordé ça pour 25%, ce qui n'est pas grand-chose. Et là, on nous promet, vraiment, je vous assure, ça ne se reproduira plus jamais. Ce grand traumatisme qui est, pour la première fois, on a fait payer les créanciers, ne se reproduira plus. Or, c'est précisément ça l'enjeu aujourd'hui. La question, c'est, ceux qui ont prêté de l'argent à la Grèce, ignoraient-ils vraiment que la Grèce n'a aucune ressource industrielle, ou presque? Que la Grèce, c'est un peu de tourisme et du commerce maritime. Que le sport national en Grèce, c'est la fraude fiscale, et que l'État grec est une grande plutocratie corrompue. Ils le savaient très bien. Comment ont-ils pu penser qu'un jour ils seraient remboursés? Puisqu'ils ont prêté des sommes colossales à la Grèce. Ils n'ont pas pu imaginer être remboursés, sinon par d'autres contribuables que les contribuables grecs. Et quand on nous dit, eh bien, plus jamais les investisseurs privés ne mettront la main au portefeuille pour participer au sacrifice européen pour sauver la zone euro, ça veut dire ce sont les autres contribuables européens qui vont payer pour les créanciers privés de manière à solvabiliser la Grèce. C'est ça que ça veut dire, en français dans le texte. Bon. Troisième point, et je vais m'arrêter là, je suis un peu trop long, quelques grandes pistes de solutions possibles. C'est sûr que, à titre personnel, je suis favorable à la monétisation à court terme. Il faut autoriser la BCE à utiliser la planche à billets en euros pour racheter des dettes publiques de manière à ce qu'on puisse passer l'hiver 2011, l'hiver 2012. Vous voyez ? Ce qui n'est pas certain que l'Italie, par exemple, qui a une grande échéance de dette publique en janvier, arrive à passer le 31 janvier. C'est pas clair aujourd'hui. Bon. Donc, à mon sens, il faut le faire absolument. Et je ne suis pas sûr du tout que ce soit inflationniste. Et quand bien même ce serait un peu inflationniste, finalement l'inflation, ça réduit les dettes de tout le monde. Ce n'est pas une si mauvaise chose. Bon. Cela dit, ça ne suffira pas, premièrement. Et deuxièmement, quitte à créer de la monnaie, autant la créer de manière intelligente
Et compte tenu du problème énergétique et climatique, écologique global qui est le nôtre aujourd'hui, pourquoi ne pas financer un grand plan de transition énergétique et écologique en Europe, grâce à la planche à billets? Ça créerait énormément d'emplois, c'est évident. Vous voyez le chantier, c'est-à-dire il y a toute la réhabilitation de l'habitat, à commencer par le logement social, évidemment. Il y a toute la question des transports en Europe. Il y a toute la question de la capture du CO2 dans les centrales à charbon. Toute la question des énergies renouvelables. Ce sont des chantiers pharaoniques qui sont devant nous de toutes les manières, que le privé n'a absolument pas les moyens de financer, parce que ce sont des chantiers qui ne rapportent rien avant 10 ans, qu'il faudra financer un jour ou l'autre. Donc autant commencer tout de suite, autoriser la BCE à le financer, avec, disons, là je rêve, hein, évidemment, je rêve en couleur, mais un commissariat au plan européen qui serait chargé de piloter cette affaire-là, et de le financer, par exemple, via de l'argent qui serait donné par la BCE à la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui a le droit de recevoir de l'argent de la BCE et qui flécherait cet argent vers des grands projets d'investissement verts. Voilà. Pour faire ça, il faut une conversion intellectuelle, disons, idéologique, de la part des politiques et des économistes, notamment, et des financiers, qui est radicale. Parce que ça suppose notamment ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire, en tout cas, vraiment un changement d'attitude profond vis-à-vis de la question du libre-échange, qui est le lieu, disons, de fixation très très fort aujourd'hui. Alors, quand vous dites que vous n'êtes pas favorable au libre-échange tel qu'on le vit aujourd'hui, on vous catalogue immédiatement comme membre du NPA ou de Marine Le Pen. L'un de mes amis qui m'a lu écrire ça, ne sachant pas que c'était moi qui l'avais écrit, m'a envoyé un mail en me disant que tu te rends compte, celui qui a écrit ça, vraiment, ça doit être quelqu'un du NPA ou du Front National, c'est pas possible. Bon, alors une fois que je lui ai dit que c'était moi, il était très embêté, vous imaginez. Il ne savait plus comment rattraper l'affaire. La question, c'est que dans un contexte international où vous avez une mobilité quasi absolue des capitaux, je ne connais pas comme économiste la moindre justification générale du libre-échange. C'est-à-dire les grandes théories du 19e siècle en faveur du libre-échange sont toutes écrites dans un contexte où il n'y a pas de mobilité du capital. Et aucun économiste sérieux ne peut aujourd'hui défendre l'idée que l'ouverture tous azimuts des frontières en présence de mobilité absolue du capital soit une bonne chose nécessairement pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les capitaux vont nécessairement s'investir là où c'est évidemment le plus profitable, et comme vous le savez aujourd'hui, c'est dans les pays émergents. D'où la désindustrialisation de l'Europe et des États-Unis, le surinvestissement dans les pays émergents, la surproduction industrielle des pays émergents, l'insuffisance de la consommation dans les pays du Nord et le recours au crédit à la consommation dans les pays du Nord pour pallier l'insuffisance des salaires qui sont bloqués à cause du dumping salarial chinois essentiellement. Et là-dessus, la construction d'une énorme bulle financière, c'est la crise des subprimes sur les crédits à la consommation. Vous voyez? Donc en fait, même la crise des subprimes, à mon sens, est liée à cette espèce d'engagement incroyable qui est le nôtre, d'un libre-échange tous azimuts, alors même que nous essayons de construire une union monétaire, celle de la zone euro, sachant qu'aucune union monétaire, historiquement, n'a survécu dans un contexte de libre-échange. Toutes les unions monétaires qui ont vécu et qui vivent encore aujourd'hui, par exemple, la fédération allemande, c'était une union monétaire qui s'est construite au XIXe siècle. La fédération des États-Unis, toutes ces fédérations monétaires-là se sont construites dans un climat, dans un contexte protectionniste. Nous sommes les seuls à rêver de pouvoir construire la zone euro dans un contexte de libre-échange tous azimuts. Et vous imaginez bien qu'un grand plan de transition écologique, industrielle, énergétique, vert, c'est très difficile à mettre en œuvre si nous avons constamment, disons, le dumping salarial chinois, par exemple, qui nous oblige à compresser les salaires et qui rend ces investissements-là non rentables à quelque horizon que ce soit. Oui. Donc, pour essayer de mettre en œuvre ceci, ça suppose d'autoriser la BCE à financer des projets de ce type-là, en utilisant la planche à billets, et évidemment de nous convertir sur la question notamment du libre-échange. Mais mettre en place une taxe carbone européenne et une taxe européenne sur les produits qui sont produits dans les pays émergents, dans des conditions qui sont par exemple jugées indécentes par le Bureau international du travail, ça aurait beaucoup de sens, me semble-t-il. Ça nous aiderait beaucoup à avancer dans cette transition qui me semble absolument nécessaire. Voilà, merci beaucoup.